Encore une fois, chers auditeurs, merci d'écouter le Airbnb Show. Aujourd'hui, on est au chalet Le Marmontin qui appartient à Richard, un des propriétaires qui est en gestion avec Chaletto. En fait, le chalet Le Marmontin, c'est un chalet qui fait partie d'un domaine de 3 autres chalets qu'on appelle un domaine laboratoire vivant ou les chalets d'Auvergne, à Sainte-Christine d'Auvergne. Aujourd'hui, on fait les choses un petit peu différemment. On va vous parler, oui, de locatif court terme, mais on va vous parler de construction. Il y a beaucoup de personnes qui font affaire avec Chaletto qui nous contactent souvent dans des processus de construction. Fait qu'aujourd'hui, on parle avec une personne qui est très riche en la matière. Richard va nous partager son parcours, son expertise, pourquoi les chalets d'Auvergne sont construits différemment, qui sont éco-énergétiques. Donc, sans plus tarder, Richard, salut, comment ça va? Bonjour, ça va super bien. Yes. Très heureux de vous accueillir. Salut Richard. Oui. Ouais. Deuxième fois que je viens visiter Oui. le chalet Le Marmontin. Puis, comme on s'était dit la première fois, j'avais vraiment envie, pas que tu repartages au complet la conférence que tu avais faite avec. C'était qui? C'était le préfet de Portneuf qui était En là? fait, c'était le préfet de toute la MRC, les maires de la région, le député aussi. Il y avait là. beaucoup de gens importants. Oh, il y avait une conférence de presse sur le Marmontin. Oui, c'est ça. C'était vraiment cool. Bref, c'est ça. Moi, j'avais trouvé ta conférence vraiment, vraiment intéressante. Tout ce que tu avais à dire, je me suis dit, il faut qu'on reparle de ça, mais il faut qu'on reparle du technique. Fait que sans plus tarder puis sans tomber trop dans les détails, les 3 chalets sur le domaine d'Auvergne sont construits vraiment différemment des constructions standards au Québec. Pourquoi? En fait, oui, c'est vraiment standard parce que ça fait partie d'une recherche que je développe pour trouver des manières innovantes de construire, des manières qui sont plus performantes. En fait, j'ai 3 chalets sur le site. J'en ai un 4e qui a été le début de ma recherche, là où j'habite. Mais les 3 chalets, finalement, c'est 3 chalets qui sont pratiquement identiques, mais dont la construction, l'assemblage des murs, la toiture, tout l'ensemble, dans le fond, des systèmes, c'est complètement différent, justement pour vérifier la performance de chacun des systèmes dans une manière je dirais, de résilience, là, vraiment dans une portée là, des enjeux qu'on a actuellement, là, que ce soit en termes d'efficacité énergétique, d'empreinte environnementale, puis tout ce qui est aussi de matériaux sains au niveau de la santé et du bien-être. Donc, c'est vraiment le fondement là, de la recherche que j'ai développé là, avec ces 3 chalets ici. Puis quand tu parles avant les pointus de même, tout de Oui. suite dans la construction, là, parce que nous, on te connaît un peu, mais Oui. parle-nous un peu de, t'es qui, tu fais quoi dans la vie, pourquoi tu as commencé le projet-là de vouloir faire des chalets éco-énergétiques? Parce que de profession, Richard, je pense que tu es architecte, si je ne me trompe pas. Oui, je suis architecte, puis effectivement, Pierre-Olivier, en fait, moi, je suis architecte spécialisé en sciences du bâtiment. Donc, toutes mes 30 années là, de travail, j'ai vraiment œuvré dans la science du bâtiment, savoir comment ça fonctionne, beaucoup en réhabilitation de vieux bâtiments. OK. Donc, je me suis posé beaucoup de questions. J'ai travaillé sur pratiquement juste de l'institutionnel. C'était l'entreprise que j'avais montée, c'était au niveau institutionnel surtout, donc les gros bâtiments. Et en fait, j'ai rarement travaillé dans le bâtiment neuf, puis surtout avoir la chance de développer des nouvelles manières de faire. Par contre, dans l'existant, ça nous permet toujours d'avoir des challenges parce que c'est des bâtiments qui sont construits différemment. Donc, on a toujours à se poser des questions. On fait de la modélisation. Donc, je pense qu'avec ce travail-là, ça m'a donné la curiosité d'aller plus loin dans le bâtiment neuf. Évidemment, je ne peux pas construire 3 hôpitaux à grandeur nature pour vérifier la performance. Et c'est ça, graduellement, peut-être avec les recherches. J'ai fait une maîtrise aussi sur justement les bâtiments existants, comment déterminer la performance puis améliorer leur performance, leur durée de vie. Donc, c'est ça qui m'a amené à avoir la chance, à un moment donné, de dire, voilà, je vais sauter sur l'occasion de prendre le temps. J'ai vendu mon entreprise. J'enseigne, c'est pas mal ce que je fais à temps plein. Et prendre le temps de vraiment œuvrer sur une recherche à travers des nouveaux matériaux, des nouveaux systèmes, puis en fait, développer, c'est pas pour trouver des recettes, c'est vraiment de trouver des nouvelles manières avec des essais, finalement, des essais variés là, d'un bâtiment à l'autre, comme on parlait tout à l'heure. Puis, tu sais, là, on le sait que tu habites quand même proche d'ici, juste à côté, en réalité. T'avais-tu déjà le site-là avant d'avoir le projet-là en tête, de vouloir comme trouver des nouvelles méthodes de construction?
Ou ça a comme venu... C'est venu tout ensemble. C'est venu tout ensemble. En fait, j'ai vendu l'entreprise, puis je restais dans le Vieux-Québec, là, en plein centre-ville, et je voulais me trouver un site pour me construire un chalet, mais j'avais déjà en tête de vouloir développer des nouveaux systèmes constructifs à partir de ma première maison que j'ai construite, là où je demeure présentement. Donc, c'est vraiment, ça s'est fait assez rapidement de trouver un grand terrain qui m'a donné la possibilité de dire « Wow, j'ai 11 lots constructibles, donc je vais pouvoir m'amuser durant des années finalement. » Alors, c'est ça qui m'a amené à m'implanter ici dans Portneuf et d'acheter une grande bande de terrain là, qui va de la rivière jusqu'au rang Saint-Jacques, presque au rang Saint-Jacques, là, de plus qu'1 kilomètre de long comme tel. Puis, tu as quand même, Richard, à travers la recherche, tout ça, tu as quand même bien monté tes choses parce qu'on va se le dire, puis moi puis Pierre-Olivier, on le vit régulièrement. Les municipalités, c'est pas toujours évident de pouvoir faire du locatif court terme. Je pense même dans Portneuf, en soi, il y a quand même beaucoup de réglementations. Puis tu as réussi à faire ton chemin là-dedans. Fait que, ça a-tu été difficile, ça, l'acquisition des permis de locatif court terme pour toi? Ça a été je dirais très facile dans le sens que j'ai mis la ville de mon côté. En fait, on n'a pas le droit de faire du location court terme sur ma bande de terrain à l'origine, là, ça c'est certain. Ouais. Donc, j'avais des maquettes, donc j'adore faire des maquettes de bâtiments, tout ça. J'avais déjà en tête des recherches, des nouvelles manières, et ce que j'ai fait finalement, c'est que je me suis présenté finalement dans une séance du conseil pour présenter mon projet. Donc, j'avais des voisins, j'ai 3 voisins finalement, j'avais mis les voisins aussi dans la partie, donc eux autres étaient très ouverts à ce que cette recherche-là se fasse sur le terrain. Donc, je suis arrivé avec mes maquettes devant le maire, devant les conseillers, je leur ai présenté ça pour demander un changement de zonage finalement. Et après des délibérations, là, quelques semaines, ils ont accepté. Puis le maire et les conseillers ont toujours été des partenaires tout au long c'est sûr que je suis beaucoup impliqué dans la municipalité aussi, mais ils sont toujours très proches du projet aussi. On l'a vu quand ils sont venus ici, là, ça avait l'air d'être tous des amis, toi, vraiment sympathiques. Puis tout le monde était comme dans la même lignée. C'est sûr que on le voit, là, la clientèle qui vient dans les chalets d'Auvergne, je vais le dire en majorité à 99,9%, c'est tous des gens hyper respectueux. Là. Il n'y a pas de grosses parties, de gros parties ou de gros trucs qui sortent, qui dérangent le voisinage. Fait que c'est vraiment bien monté, bien pensé aussi. Fait que, parce que, tu sais, c'est quand même intéressant. Puis il y a beaucoup de gens qui commencent dans le locatif court terme. Puis souvent, c'est un défi, tu sais, d'aller chercher mais on le dira jamais assez. C'est tellement important. Oui, de faire les choses comme il faut, mais d'avoir la municipalité puis les instances de son côté. Fait que je trouve ça le fun. Puis ton histoire, Richard, elle sort encore d'ordinaire, une affaire qu'on n'avait jamais entendue. Tu sais, je t'imagine arriver à la séance du conseil avec tes maquettes. Regardez, j'ai même joué sur l'émotion. J'avais apporté mon fils aussi. Ah oui, c'est bon ça. Même s'il y a 20 ans, tu sais, il y avait 20 ans à l'époque, ça faisait plus familial. Dire, voilà, j'arrive avec mon projet. Ouais. Donc, il y avait comme une attention particulière, là. Puis, c'est sûr qu'avec des maquettes, tu touches, tu enlèves la toiture, tu regardes comment c'est. J'avais tout de même des maquettes. J'ai rarement construit des bâtiments neufs ayant travaillé dans le vieux bâtiment. Donc, c'est pour ça que je me suis toujours amusé à faire des maquettes de petites maisons, tout ça, sachant que je ne pouvais pas les construire. Mais là, j'avais l'occasion ici vraiment de faire une démarche. Quand tu parles c'est des chalets qui sont beaucoup propices aux familles, aux groupes jusqu'à 6 personnes. J'y ai pensé longtemps. À la configuration des chalets. Je me suis amusé facilement 1 an de temps là, avant de commencer à faire les plans et devis puis de voir à la construction pour que les espaces soient vraiment intéressants, soient conviviaux, que ça puisse justement répondre à des attentes autant d'une famille que d'un groupe, puis qu'on soit bien dans les chalets finalement et qu'on puisse avoir des espaces là, qui répondent finalement à tout le monde quand ils viennent. Non, c'est ça, puis on le voit, là, c'est pensé pour le locatif court terme. Il n'y a pas de perte d'espace. Les chalets ne sont pas hyper grands, mais quand tu es dedans, tu as l'impression qu'il est super grand parce que c'est beaucoup ouvert. Il y a de la lumière partout, c'est sûr. C'est très fenestreux, puis le paysage est vraiment hot. Là, on est en pleine forêt. C'est vraiment un beau spot à visiter. J'aimerais, Richard, que tu nous parles de manière plus technique. Qu'est-ce qui fait que, mettons, les murs ici, je le sais que les murs sont vraiment montés de manière différente versus un chalet standard. Tu sais, je pense qu'un chalet standard, tu as
Les deux par les 2 par 6 qui sont là avec la laine, puis genre un plastique qui est par-dessus, puis le bois, il touche quasiment le revêtement extérieur où il est en contact. Ici, c'est pas ça, là. C'est complètement différent, si je me trompe pas. La façon que les murs sont montés. Oui, ben c'est différent, puis les 3 chalets sont différents aussi. En fait, à la base, il y a 2 éléments, 2 enjeux majeurs qui sont à la base du développement ou de la conception des murs. C'est la question de l'efficacité énergétique et c'est essayer de trouver une autre manière d'isoler les bâtiments. Donc ça touche autrement que l'isolation. Quand on parle d'isoler, tout le monde va penser, bon, on va mettre de la laine de verre, de la laine de roche, on va mettre de l'isolant dans les murs. En fait, moi, je travaille beaucoup avec ce qu'on appelle l'inertie. Donc, la manière de capter la chaleur puis la garder dans les murs un petit peu. Puis ça va avec ma déformation dans les vieux bâtiments. J'ai travaillé dans des monastères puis des écoles qui sont bicentenaires là, à peu près toute ma carrière. Donc, ces masses-là thermiques captent de la chaleur, conservent la chaleur et après ça, la restituent. Et on ne fait plus ça du tout avec la construction contemporaine au Québec. Donc, un point de base que je me suis mis de l'avant dans le développement de mes pavillons, c'est vraiment de comparer une construction d'abord qui est plus standard avec une construction qui a une masse thermique. Donc, ça a été peut-être le début de ma recherche pour les 2 premiers pavillons qui ont été construits. Les pavillons sont en bois, donc c'est une charpente de bois, une ossature standard. Mais par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher, comme je dis, à capter de la chaleur, puis essayer de voir comment qu'on peut, ça s'appelle du déphasage, comment qu'on peut gagner cette chaleur-là dans la question de l'efficacité énergétique, le coût de l'énergie, mais aussi, on appelle ça la résilience du bâtiment. S'il y a des pannes d'électricité, gérer nos points d'électricité. Donc, si on met en arrêt les chauffages durant les points d'électricité, de garder notre chauffage, c'est vraiment ça un enjeu majeur là, à la base du développement de nos concepts. Pour vulgariser pour les auditeurs, c'est un peu le même principe en réalité. Quand on voit, tu sais, des fois dans des émissions de survie, on voit des gens qui sont dans le désert, puis ils prennent des roches, là, tu sais, puis ils se font un lit avec des roches qui ont emmagasiné la chaleur pour, mettons, s'abrier le soir ou se faire un genre de lit qui va rester chaud. Ton idée, je le vulgarise, mais c'est un petit peu ça, c'est que chaque matériau du chalet peut absorber la chaleur, puis la résilience que tu parles, c'est-tu la capacité à ne pas s'en départir trop vite? C'est un peu ça? Ou en fait, oui, premièrement, c'est de pas s'en départir trop vite, ça c'est sûr. Puis ça joue des 2 côtés, là. Parce que nous autres, au Québec, on a une question de l'hiver qui est très froid, qui est froid. On essaie de conserver notre chaleur. Puis on a beaucoup de surchauffe l'été. Donc, la question du gain de chaleur que j'essaie de faire dans mon mur, c'est de chaque côté. Puis on peut prendre des matériaux, j'en ai comme un ici. C'est des matériaux qui sont faits, ça c'est de la fibre de bois, mais c'est de la fibre de bois qui est dense, qui est épaisse. Donc, c'est le genre de matériaux qui nous permettent d'améliorer justement l'inertie ou la captation, le stockage de chaleur dans les murs. Donc, je travaille avec des matériaux c'est des matériaux qui sont naturels, c'est des matériaux qui sont moins, je vais vous dire que dans la construction standard, là, on le voit très rarement comme tel. Okay. Même chose pour les isolants. Donc, je travaille beaucoup avec le chanvre. Le chanvre est un isolant qui est super intéressant parce que lui aussi est capable de capter une certaine quantité de chaleur. Donc, c'est tous des éléments que je rajoute finalement dans la conception. Mais ce qui est important puis ce qui est intéressant, c'est la comparaison. En fait, pour comparer mes murs, mes systèmes, j'ai des sondes à peu près partout dans les murs. Donc, juste pour rassurer les gens, là, on va le dire tout de suite, il n'y a pas de sonde, qui entendent les gens ou il n'y a pas de caméra. Ici, on parle vraiment de sondes qui vont capter des données pour la recherche. Donc, on parle, je pense, Richard pourra le dire, mais on parle de taux d'humidité, on parle de température. C'est ça. C'est tout. Puis quand je viens accueillir les gens, je leur dis bonjour. En passant, presque, je dirais, une majorité de gens s'intéressent à la recherche quand ils viennent louer ici. Parce qu'en fait, sur la table, ils ont les rapports de recherche. Ouais. Donc, je laisse les rapports de recherche. Souvent, quand tu vas dans un chalet, oui, il y a des livres, mais souvent, tu vas lire ce qui est ce qui traîne finalement. Puis ce qui traîne ici, c'est des rapports de recherche. Et il y a des images, il y a des dessins, c'est assez facile à comprendre. Donc, souvent, les gens me posent des questions, puis je leur dis, ah non, gênez-vous pas, mais soyez pas apeurés, là, je ne vous espionne pas, c'est juste une question d'humidité et de température. En fait,
on ne voit rien. Vous le voyez sur les murs, c'est un bâtiment qui semble tout à fait standard. C'est vraiment à l'intérieur, il y a un paquet de sondes d'enregistreurs de données. On appelle ça des thermocouples, des petits fils là, qui vont prendre la température, l'humidité, de l'intérieur jusqu'à l'extérieur. Et ça, il y en a sur toutes les façades. Ça s'en va dans des boîtes de données. Puis, en fait, c'est soit par filage ou par Wi-Fi, là, dépendamment des pavillons. Ouais. On reçoit toute l'information en 15 minutes et ça, c'est compilé pour voir la performance par rapport à l'enveloppe, mais surtout pour comparer les différents bâtiments. C'est vraiment l'étude, c'est vraiment la comparaison, de voir quel qui performe le mieux, c'est ça. Puis, si on va dans le plus concret, on en a parlé un petit peu avant le podcast, mais moi, à chaque fois que tu m'en parles, ce bout-là me fascine. Et vous avez fait une simulation de panne d'électricité ici. Oui. Puis, Oui. je pense, tu sais, au Québec, quand on manque d'électricité au mois de janvier, 48 heures, puis la panique est pognée, là, ici, c'est différent. Je pense que ça réagit différemment. Le chalet, justement, parce que là, tu parles d'inertie, donc capacité à garder la chaleur. Fait que, mettons qu'on ramène ça très, très vulgarisé, puis c'est pas obligé d'être parfait, mais une maison standard qui perd l'électricité versus ici, le chalet qui perd l'électricité, c'est quoi comment tu peux comparer ça? Comment ça va réagir, les différences entre les deux, en fait? OK. Avant de répondre à ta question, je vais te conter une histoire finalement je vais te raconter une histoire qui s'est déroulée le 22 décembre 2023. C'est ça. 2023, c'est une panne d'électricité qui a duré 7 jours dans Port-Neuf. OK. J'avais déjà 2 pavillons de construits avec celui, donc je n'avais 3 de construits, dont un qui était avec une certaine inertie. Je commençais ma recherche, mais c'est vraiment là que j'ai allumé pour aller plus loin dans ma recherche parce que 7 jours sans électricité, les températures baissent vite. En fait, je me souvenais que dans mon bungalow des années 60, quand j'étais plus jeune, quand j'avais ma famille à Beauport, au bout d'une journée, il commençait à faire très froid, c'est ça. Et dans le fond, les données qu'on a modélisées d'abord, on a repris la panne d'électricité du 22 décembre 2023. Et quand je parle on, moi, je ne fais pas de modélisation, j'ai vraiment une gang avec moi. Là, c'est l'école de foresterie de l'Université Laval qui fait la recherche. Donc, ce qu'on a fait finalement, c'est qu'on a modélisé les 2 bâtiments et le nouveau qui n'était pas construit ici pour développer la manière dont on va le concevoir, comment faire l'assemblage, comment optimiser pour qu'il y ait une perte de chaleur la plus lente possible. Et en fait, pour un mur très bien construit, une enveloppe qu'on appelle le Nouveau Climat, je pense que ça dit quelque chose pas mal, c'est pas la base au Québec, donc c'est souvent ce qu'on considère qui est bien construit. Habituellement, on peut avoir une perte de chaleur, là, on va parler d'une perte en 2 jours et demi pour friser le 2-3 degrés. Donc, on approche du 0 degré. Nous autres, ce qu'on tend, c'est le 6 jours. Donc, c'est 6 jours au-dessus du 0, ce qui est beaucoup plus long. C'est une baisse de température là, qui est vraiment lente, finalement. C'est plus que 2 fois plus performant. Là. Oui, absolument. Okay. Des maisons standards, en réalité, en plein hiver, là, après 3 jours plus d'électricité, il y a des risques que les tuyaux gèlent. Là. Oui. Veux pas, ce qui est le fun, c'est que tes chalets, veux pas, en 6-7 jours, ben, ça permet de prolonger un peu la survie des tuyaux d'eau, entre autres. Là. Oui. Il y a des pannes de courant. Là. Absolument. Ça, veux pas, des tuyaux qui gèlent, qui pètent, c'est des immenses coûts. Ça pourrait, même les assurances, peut-être sur le long terme, pourraient voir ça comme une diminution du risque pour eux aussi, d'une certaine manière. Là. Ça, c'est vraiment, quand on appelle la résilience d'un bâtiment, là, c'est face au changement climatique, c'est un exemple. On l'a fait, on a simulé une panne. Dans le fond, c'est pas compliqué de simuler une panne. C'est il y a un mois, on a arrêté les systèmes de chauffage dans les 3 pavillons et on a mesuré finalement on a rajouté des senseurs de conditions ambiantes. On avait toute une série d'enregistreurs de données aussi de conditions ambiantes, en plus des enregistreurs dans les murs, pour vérifier la perte de température, la chute de température. Et effectivement, on arrive facilement à 6 jours. Là. On confirme en vrai, finalement, en réalité, ce que la modélisation avait donné. Toutefois, les bâtiments, les 2 premiers bâtiments que j'ai construits en 2021 performent très bien. C'est sûr que ce n'est pas des bâtiments standards non plus. Là. C'est des bâtiments qui ont été isolés, qui ont de la masse thermique, tout ça. Donc, celui où vous êtes présentement, il y a plus de masse, il est plus lourd comme tel, donc il performe mieux.
Il performe mieux aussi au niveau de l'insonorisation aussi. Hein. Ça, c'est quelque chose que je n'ai pas pensé, c'est pas mon domaine du tout. Là. Mais lorsqu'on a fait, justement, lorsque tu étais là, Mathieu, cet été, Ouais. je pense que c'est 3 personnes qui sont rentrées qui ont dit comme ça. C'est drôle parce que le chalet il était rempli, on avait quasiment 20, il y avait Ça quasiment n'entendait rien dehors. personne n'entendait rien dehors. Pourquoi? Parce que j'ai de la masse. J'ai de la masse à l'intérieur de à l'intérieur de mon enveloppe. Ouais. Donc, c'est pas... dans le cas d'application ici, c'est pas une recherche, c'est pas un enjeu, disons, le bruit comme tel, mais je vous dirais que ça fait partie de la recherche puis des résultats qu'on peut avoir qui sont super intéressants. Puis si je me souviens bien, t'as-tu des thermopompes ici? Non, j'ai pas de thermopompe. OK, puis parlons-en un petit peu, parce que je veux dire, une thermopompe, PO, arrête-moi si je me trompe, mais ça doit coûter autour de 4-5 000 $. Mettons, une thermopompe pour un chalet comme ici, Ouais, C'est- mettons une tête, là. c'est Ouais. ça. Puis là, on Ouais. calcule pas l'électricité, mais au Québec, puis même moi, j'en ai là, chez nous, des thermopompes, nos chalets, ils en ont. On vante beaucoup ça, mais tu sais, le premier réflexe à se dire, c'est, ben, je veux dire, t'as pas mis de thermopompe, fait qu'à quelque part, ça doit être confortable ici en été. Fait que c'est encore un coût que tu sauves aussi, que tu récupères sur ta construction en réalité qui est immobilisée dans ton bâtiment. Mais c'est quoi les températures que ça atteint à l'intérieur ici quand il fait vraiment chaud l'été puis qu'on fait attention à pas ouvrir les portes? Le maximum qu'on atteint, c'est 24. Wow. C'est parce que j'ai la question de la surchauffe. J'ai de l'isolant à l'extérieur aussi, qui est de la fibre de roche. C'est un autre type d'isolant. Mais il y a aussi toute la question des avant-toits. Donc, toutes les bordures de toit sont calculées, la largeur des bordures de toit en fonction, finalement, du zénith du soleil. Donc, l'orientation, pas l'orientation, mais la position du soleil. Donc, ici, évidemment, je ne peux pas avoir des avant-toits qui protègent l'ensemble de la fenestration des 2 étages, mais j'ai des avant-toits qui vont protéger l'entrée du soleil au niveau du 2e. Donc, mon 2e, qui est souvent la partie la plus chaude, va rester plus fraîche. Dans mon premier pavillon, qui est plus bas, j'ai 1 étage et demi, finalement, j'ai des avant-toits qui fait qu'à partir du mois de juin jusqu'à la mi-août, j'ai aucun soleil qui rentre directement à l'intérieur, ce qui est super intéressant. Et j'ai des températures, je suis toujours en bas de 24. Donc ici, Même au 2e étage? Ici, oui, c'est vraiment intéressant pour ça. Quand tu as une maison standard, genre, tu sais, la mienne au 2e étage, là, en été, il va faire du 31 des fois. Oui, là. absolument. Si j'active pas la Oui, thermopompe, là. c'est ça. Ici, j'ai des ventilateurs. Je mets des ventilateurs pour les gens, c'est certain, là, mais je n'ai pas de système de thermopompe, climatisation. J'ai 2 avantages. J'ai l'avantage constructif, donc j'y ai pensé, puis j'ai la question du... Mais il y a beaucoup de travail, là. Tu sais, il y a beaucoup de travail derrière ça parce que là, tu as pensé à l'orientation du soleil, tu as pensé aussi à, comme tu dis, le calcul de bordure de toit. Oui. Mais quand on y pense comme il faut, c'est vraiment intéressant parce que là, tu sauves ta thermopompe, tu sauves le coût que ça coûte sur ta thermopompe pour l'été. Fait que tout le coût que ça engendre de refroidir une maison dans des conditions très chaudes l'été, puis à l'inverse, tous les coûts que ça représente de chauffer une maison en hiver quand il fait très froid, c'est vraiment intéressant parce que c'est pas le réflexe typique québécois normal de bâtir une maison comme ça. C'est vraiment pas un réflexe, mais quand on y pense, c'est vraiment intéressant parce que là, tu t'élimines plein de trucs à gérer. Oui. Là, Et c'est ce qu'on appelle la bioclimatique. En fait, c'est de réfléchir à l'habitation avant de la construire. On parle d'avant-toit, on parle d'orientation. Orientation, les pavillons sont orientés sud-sud-est. C'est pas plein sud. Ici, au Québec, la plupart des gens construisent plein sud. C'est de la surchauffe l'été. En fait, c'est mieux d'orienter légèrement les bâtiments vers l'est, d'avoir le gain de soleil le plus tôt possible, donc le matin comme tel. En hiver, on va en gagner, c'est ça. Il n'y a rien de pire qu'orienter à l'ouest. Il y a plein de gens qui vont orienter. Quand je parle d'orienter, c'est mettre le plus de fenestration à l'ouest. Il y a le triple vert, donc mettre du triple vert surtout au niveau des orientations où j'ai beaucoup de soleil. Donc, il y a plein d'astuces au niveau de ce qu'on appelle la bioclimatique. Finalement, c'est de penser le bâtiment en fonction du climat par souvent des astuces qui ne coûtent pas cher, là. Même des fois qui ne coûtent rien quand on parle d'orientation puis d'élargir une bordure d'avant-toit de 8 pouces, là, de 200 mm. Ce n'est pas ça qui va augmenter le prix de façon significative. C'est tous des éléments qu'on va réfléchir, c'est ça, avant de construire. OK. Puis si on tombe un petit peu plus dans le domaine en soi, Richard, parce qu'il y a beaucoup de choses, tu sais,
on le voit, là, c'est l'hiver, c'est magnifique. Il y a beaucoup de sport hivernal. Je veux dire, il y a plein de sentiers. Attends, ouais. Je ne vais pas rentrer là-dedans tout de suite. Pas tout de suite, je voulais finir le sujet-là, parce qu'il y a une question depuis tantôt qui me trotte dans la tête. Vas-y. C'est ton constructeur, au début, quand tu l'as approché, il devait se dire « Hey, dans quoi je m'embarque avec Richard? » Ça c'est super. Comment ça a été? C'est Ben, qui? C'est quoi? OK. Premièrement, je veux construire dans un coût raisonnable. Mhm. Donc, c'est pas des bâtiments qui coûtent au-delà de 4 de plus qu'un coût normal. Ça, pour moi, c'était fondamental. Ça sert à rien de faire des recherches puis construire des maisons qui vont coûter 25 de plus. Deuxièmement, c'était d'utiliser les services d'entrepreneurs qui sont ordinaires. Quand je dis ordinaire, c'est venant du milieu traditionnel de la construction. Ce pas des gens qui sont spécialisés en architecture passive ou en développement de bâtiments passifs. Mon entrepreneur, j'ai choisi mon entrepreneur, je l'ai rencontré. Il était surpris. Il disait, bon, j'ai jamais vu ça, tout ça. Ben, j'ai dit, si tu as le goût d'embarquer, embarque. Mais ce qui est important, c'est d'avoir des gens qui construisaient de façon normale. Donc, je voulais pas que le bâtiment prenne du temps à construire plus qu'une construction traditionnelle. Je voulais que ce soit dans un système standard avec un entrepreneur qui a des méthodes de construction standard. Donc, on est vraiment allé comme ça. C'était qui, un homme-là, sur le temps? C'est Carsim de Pont-Rouge. En fait, il y a une chose que je ne vous dis pas, mais qui est importante, c'est toute la question du local, d'utiliser le plus possible la main-d'œuvre locale et les matériaux locaux aussi. Je parlais un petit peu avant le podcast, tout ce qui est de bois ici, c'est du bois qui vient de la Syrie-Moisan, là, qui est à 10 km d'ici. Donc, c'est du mélèze que j'utilise. C'est un bois qui est super résistant à l'humidité. À l'extérieur, c'est du mélèze. À l'intérieur, mes planchers, mes moulures, tout ça, c'est du mélèze aussi. Donc, la question du local, la question de l'entrepreneur, c'est important pour moi, cet élément. Encore plus dans le contexte actuel. C'est ça, avec les tensions géopolitiques qu'on a avec les États-Unis. Autant que c'était important, mais que là, que ça devient encore plus important de faire travailler local, d'acheter local. Puis quand on parle de local, c'est pas des polymères qui viennent des États-Unis, hein, c'est du granit c'est du granit de Saint-Marc au niveau des comptoirs. Donc, j'essaie le plus possible. Les armoires, ça vient de Saint-Raymond. Je veux dire, c'est vraiment de prendre les gens, de faire travailler les gens de la communauté. Ouais. Bien, ça fait partie du réseau, finalement. Je pense que c'est super important. Et ça fait en sorte que, oui, la Ville a embarqué dans le projet, on parle de ça, mais la MRC aussi a embarqué dans le projet où on est, le Marmontin, là, dans la recherche. La MRC m'a supporté, est un grand support aussi dans la démarche. Puis, tu sais, moi puis Pierre-Olivier, Richard, on est infirmiers de métier. Fait qu'on connaît absolument rien dans la construction, là, ou en tout cas pas grand-chose. Mais tu sais, de la laine de chanvre, du bois, la fibre de bois, la fibre de bois, on trouve ça dans une quincaillerie normale, là? Non, ça ne se trouve pas dans des quincailleries normales. Okay. Par contre, c'est des distributeurs. Ici, c'était à Louisville. Là. Encore là, c'est pas très loin. Ça se fait à Louisville, ce matériau-là. Okay. Donc, c'est pas loin. Le chanvre, en fait, il y a un problème d'approvisionnement. Dans le fond, on commence la filière chanvre au Québec, mais je dirais que le gros, là, ça vient de la région de Thetford Mines, dans ce secteur-là. C'est là où il commence à avoir de la culture de chanvre comme telle. Okay. Mais c'est des distributeurs qui s'implantent au Québec, finalement. Le chanvre, c'est des gens formidables parce que, en fait, on n'avait pas de certification pour le chanvre, on n'avait pas de réglementation. Donc, c'est des gens qui sont partis des pèlerins là, au Québec, qui ont commencé à tout développer ça pour qu'aujourd'hui, on puisse utiliser le chanvre dans nos bâtiments. Je pense être un des premiers qui a utilisé le chanvre en 2021 là, dans les premiers projets. OK. Fait que pour trouver ça, dans le fond, tu sais, toi aussi, je pense, comme enseignant à l'université, tu me disais que tu enseignais à des entrepreneurs, donc à promouvoir ces modèles-là, de construire différemment. J'imagine que l'utilisation puis la volumétrie de cette utilisation-là, en fait, va faire en sorte qu'on va voir ce genre de construction-là et les matériaux plus accessibles aussi, plus les gens vont utiliser. C'est parce que, I guess que après ta recherche, il va sûrement avoir un rapport final qui va sortir, qui va pouvoir peut-être être publié ou d'une façon ou d'une autre pour promouvoir, en fait, là, ce type de construction-là, parce que là, on en parle, il y a tellement d'avantages. Puis surtout, le plus gros, c'est on ne parle pas de vraiment beaucoup plus cher qu'une construction standard, ni de délai de temps,
mais on parle d'éviter des gros frais de chauffage et des gros frais de climatisation. Absolument. Majeur dans l'investissement. Là. Puis, en fait, les rapports sont publiés. C'est le gouvernement qui sont publiés à la SHQ. C'est un de mes partenaires, la SHQ, là, au niveau de la diffusion de l'information. Puis, comme tu dis, Mathieu, oui, j'enseigne aux entrepreneurs, j'enseigne aux architectes, à l'Ordre des architectes. Donc, j'enseigne aux parties prenantes, là, vraiment, dans l'industrie. Puis, moi, je ne vends pas de système. Je ne vends rien comme tel. C'est plus du partage de savoir. Donc, c'est vraiment en jasant, en faisant le tour avec... je travaille avec Ressources Canada aussi. Donc, on fait la tournée des régions du Québec. On donne des conférences aux entrepreneurs sur différentes manières de faire où je propose, dans le fond, un petit peu ma recherche. Donc, c'est vraiment par le partage d'informations, des connaissances qui, graduellement, on est capable de voir d'autres façons de construire au Québec. Puis moi, je suis content, je ne suis pas le seul, mais je suis content de faire partie de ces gens-là, finalement, qui développent. Puis j'ai la chance, peut-être que d'autres n'ont pas, c'est d'avoir pu mettre sur un grand terrain plusieurs pavillons que je peux comparer. Donc ça, c'est vraiment un avantage, là. Tu veux-tu qu'on tombe un petit Ouais, peu là, je te laisse aller sur la tangente. Ben, me laisser aller. Écoute, je m'en besoin de tout pareil. Là. Ici, Richard, oui. on l'a vu, ben, quand tu es arrivé en gestion avec nous, je pense qu'on était sur la fin de l'été, début de l'automne. On a commencé comme fin juillet, mois d'août en tout cas, dans ce bout-là. Fait qu'on on a pu gérer un petit peu les activités estivales quand même, mais il y avait eu l'histoire de la rivière, en tout cas. Il y avait eu quelques enjeux. Mais parle-nous un petit peu de ça, pour les gens qui viennent bénéficier des 3 chalets, en fait, sur le domaine. Oui. Il y a beaucoup d'activités, autant en hiver que, je pense, en été, c'est vraiment le prime, là, on va se dire les choses avec la rivière. Oui, c'est ça. Parce que là, toi, tu offres plusieurs trucs. Là. Il y a les embarcations, je pense. Oui, en fait, il faut comprendre que c'est un grand terrain. C'est très grand. Ça a plus qu'1 kilomètre de long. Et je disais que j'avais plusieurs lots constructibles. Bien, en fait, il y a juste les 3 chalets et ma maison. Donc, c'est vraiment... les chalets ne sont pas collés un sur l'autre. Là, on ne voit pas un chalet par rapport à l'autre. Et en fait, c'est une grande bande de terre dont je suis propriétaire. Et je loue une autre terre à côté. Je suis locataire d'une autre terre, ce qui fait un grand terrain où on peut s'amuser finalement. L'hiver, moi, je dis que c'est un must l'hiver parce que c'est ma saison préférée. Ouais. Mais l'hiver, vraiment, j'ai à peu près entre 6 et 7 kilomètres de pistes de raquettes qui est entretenue. Donc, c'est vraiment beau à travers la falaise parce qu'il y a une falaise. Donc, ça peut être dans le bas de la falaise, dans le haut de la falaise. Les pistes de raquettes longent la rivière aussi. C'est très beau. Et ce que les gens aiment beaucoup, puis ça, ils me l'ont dit encore en fin de semaine, c'est qu'ils mettent la raquette sur le perron, sur la galerie du chalet, puis ils partent en raquette finalement. Donc, c'est l'entrée des pistes, là, c'est vraiment direct collé sur les chalets. Et l'hiver, ce qui est le fun aussi, c'est que j'ai, sur le côté où je suis locataire, il y a des pistes de randonnée. Donc, il y a une couple de kilomètres de randonnée où on peut marcher là, parce que j'ai un collègue qui tape comme tel, là, des sentiers de 4 pieds de large. Donc, c'est vraiment beau. J'ai des traîneaux pour les enfants. Donc, c'est vraiment propice à des activités hivernales qui sont vraiment plaisantes. Ça, c'est l'hiver, mais l'été, le gros must, effectivement, c'est la rivière. En fait, la rivière Sainte-Anne, c'est une rivière qui est assez large, qui est assez active, mais ici, en amont, j'ai des chutes, puis en aval, j'ai un barrage. Donc, on a plus de 5 kilomètres navigables, c'est ça. Je pense que c'est marqué 4 kilomètres, puis en fait, c'est 6 quand je l'ai fait juste une fois parce que c'est en kayak, là. Mais c'est de l'eau qui est relativement calme. À part lorsqu'il vente énormément, c'est très calme. Donc, on peut se promener en kayak, puis j'ai 9 kayaks. J'ai 9 kayaks pour adultes, 2 kayaks pour enfants. Donc, il y a une panoplie de kayaks. Les gens ont accès à un quai sur le bord de la rivière, une petite promenade, donc où il y a des bancs, il y a des sièges aussi, des bancs pour regarder la rivière. Donc, c'est très beau. Aller prendre son café parce que c'est le lever du soleil sur la rivière, c'est magnifique. Donc, il y a une petite table, des chaises, là, puis c'est vraiment intéressant. Puis, j'ai aussi un voisin qui a énormément d'activités parce qu'il y a les chalets en Boiron qui sont à côté. Oui. Puis les chalets en Boiron offrent des forfaits quotidiens
Puis ça, j'en fais la promotion, c'est certain, parce que c'est vraiment, on parle, c'est 15 minutes à pied, là. C'est vraiment pas loin. Donc, ils ont des forfaits l'été là, pour différentes activités. Ils ont plusieurs lacs à l'intérieur de leur terre, tout ça. Donc, vraiment, là, je te dirais que quand on vient ici, on n'a pas à aller très loin pour avoir un séjour, là, pour profiter autant l'hiver que l'été. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, on le dit souvent dans nos podcasts, P.O. puis moi, au Québec, Le point d'eau. les points d'eau, c'est, je pense, l'amenities, la commodité numéro 1 en termes de recherche pour le secteur. Tu sais, on le dit souvent, le secteur, c'est tellement, tellement important. Toi, on est à quoi? On est à peu près à 40 minutes de Québec ici environ? On est 50 minutes de Québec, OK. oui. C'est ça. 2 heures de Montréal. Donc, on est un peu à mi-chemin. Là. Je dis pas à mi-chemin, mais c'est ça. Un petit peu entre les deux, oui. Fait que tu sais, tu t'évades, tu es en pleine nature, là, vraiment, vraiment en pleine nature, puis tu as le plan d'eau. Fait que tu sais, T'as pas besoin de rouler 6 heures de temps. Parce que quand tu roules 6 heures de temps, t'arrives là, t'es brûlé à cause du 6 heures de route. Absolument. Mais là, rouler 1 heure ou 2 heures, bah, tu sais, c'est le minimum. Tu sais, normalement, c'est ça qu'on fait pour aller dans un chalet, là. C'est le minimum, là. Exact. Ben, vraiment, c'est le best. C'est ça, parce que on va se le dire, puis plus ça va aller au Québec, dans ce marché-là, plus les possibilités de faire ce qu'on fait proche de des grands centres, ça va être de plus en plus difficile. Parce que, Ben oui. parce que tout se vend, tout se développe, puis c'est comme si c'était un enclave ici. Parce qu'effectivement, on est proche de Saint-Raymond, qui est à côté. Il y a toutes les commodités, à Saint-Léonard aussi, mais il y a comme un enclave de bois. Ici, c'est un boisé, c'est protégé. En face, de l'autre côté de la rivière, c'est une zone verte. À gauche, moi, comme je dis, je suis locataire, mais c'est une zone verte aussi. Donc, c'est vraiment un milieu. C'est comme si on se sentirait vraiment dans la forêt, mais en fait, tout proche, on a toutes les commodités. C'est ça, ce qui est vraiment intéressant. Je voulais vous dire, je parlais de l'hiver, il y a une chose qui est super importante l'hiver aussi, et c'est vraiment apprécié par les familles, c'est le sentier lumineux. Oui. Donc, je me suis amusé à faire un sentier lumineux. C'est pas compliqué. Ouais. Là, c'est vraiment un sentier boisé. Il y a peut-être 1 kilomètre, là, un rond, et c'est tout illuminé le soir. Puis c'est vraiment beau de se promener. C'est niaiseux, là, mais il faudrait qu'on fasse bientôt une vidéo de ça. Le sentier... Oui, le sentier lumineux le soir, pour que le monde puisse comprendre puis voir vraiment le... C'est un attrait de plus ici. Là. C'est un attrait. Puis, en fait, moi, j'ai 2 petits-enfants, puis on va dans le sentier lumineux, évidemment, quand ils viennent. Ouais. Puis on cache un bonhomme de neige. Là, c'est pas compliqué, mais c'est l'activité qui prend la soirée. Là. Où les enfants qui viennent ici, comme c'est pas en fin de semaine passée, l'autre, il y avait toutes des lampes frontales. Okay. Donc, eux autres partaient finalement, probablement c'était en raquette, parce que tous les trajets se rejoignent, là, et y aller au sentier lumineux avec toutes leurs lampes frontales. Tu sais, c'est cute, c'est plaisant, oui. Non, c'est vraiment bien pensé. Puis, tu sais, le domaine en soi, le spot, on le voit, on est vraiment isolé. C'est ce qu'on cherche quand on va aller en chalet. Puis, ben, sans parler du poêle à bois, là, ici, là, oui. Souvent, on le dit, les commodités. Puis le Marmontin, puis il y a le petit plus, il y a le spa. Ça, c'est clair, c'est la grosse commodité. Mais toi, en plus, tu as le plan d'eau. Fait que... Il va arrêter, c'est ça. C'est ça, exactement. Puis, tu parles du poêle à bois. Encore là, c'est intéressant parce que c'est la biosource. Hein? C'est du bois qui vient de mon terrain. Il tombe en masse assez d'arbres par année, puis c'est normal, là, les arbres, à la quantité de forêt que j'ai, pour alimenter les 4 chalets là, facilement. Puis, contrairement à d'autres places que je nommerai pas, oui, j'ai une boîte de bois, il y a une boîte de bois, les gens ont accès à une boîte de bois, mais j'ai jamais fait payer. Là. Les gens qui veulent plus de bois, ils ont la remise à côté, fait qu'ils savent, puis ils peuvent se servir. Donc, ça, c'est un gros avantage. Définitivement. Oui. Définitivement, parce qu'il n'y a pas beaucoup de chalets en tout cas dans lesquels on gère, qui fournissent le bois, parce que c'est souvent compliqué. Oui, parce qu'il faut qu'il y ait un approvisionnement. Ouais. Moi, j'ai pas d'approvisionnement. J'ai une remise avec 15 cordes de bois là, qui est là à côté, fait que j'ai pas de problème. C'est toi qui bûches ton bois en plus? Non. Okay. Je t'ai trouvé intense. C'est moi qui le ramasse, c'est moi qui prends les bûches, c'est moi qui fais des cordes de bois, mais j'ai vraiment mon voisin là, qui m'aide, parce que je vais te dire que je peux pas...
je peux pas entretenir tout le terrain tout seul, donc j'ai C'est vraiment immense, de l'aide. là. Ouais, c'est Puis, avec les cours à l'université. Oui, c'est ça. Non, j'ai pas mal de choses. C'était débarrassé débarrassé, c'est un grand mot, mais là, la gestion, tu l'as cédé, mais là, Avec c'est où que vous tu le autres, prends c'est ton temps? Avec vous autres, puis Yes. dans le bûchage, j'ai jamais été fort. La Bon. fendeuse non plus. On fait ça 2 fois par année, la fendeuse, puis mais c'est tout de même intéressant de gérer. Moi, je trouve que c'est une activité intéressante, toute cette gestion-là de bois que tu coupes, que tu attends 2 ans de sécher, que tu rentres dans les remises pour les chalets, puis les gens s'en servent par la suite, là, puis disant, ben l'arbre que je fais brûler, c'est l'arbre qui vient de la terre ici, puis c'est un renouvellement continu. OK. Super. Là, on a parlé beaucoup des techniques des techniques de construction. On a parlé de la façon que les chalets, voyons, ont été construits. On a parlé des activités. Je pense qu'on n'a jamais parlé, mais les noms des chalets, là, tu sais, Oui. l'Hermine, la Stèle, le Marmontin, Oui. c'est pas des mots qui existent, là, je pense, en Ben, soi. Ou c'est... C'est pas pris au hasard. Non, c'est ça, mais c'est ça. J'ai toujours été curieux, puis je pense que tu l'as peut-être raconté Ok. une fois, mais ça vient de où, Ben, ces Chaque mots-là? chalet a son histoire, en fait. OK, Et la couleur de chaque chalet correspond au nom des chalets aussi. OK. Donc, si on commence par l'Hermine, qui est le premier chalet, finalement, l'Hermine, c'est un chalet qui est gris. C'est un chalet qui a été nommé en honneur d'une hermine que j'ai eue durant 1 an, finalement, sur le terrain. Elle avait son petit terrier près de ma maison, finalement. Puis, évidemment, à chaque fois qu'il neigeait, je perdais le terrier. Donc, j'avais mis une boule de Noël sur l'arbre pour la reconnaître. Puis, à chaque fois que je passais en raquette, elle sortait, puis elle me regardait. Puis, on avait créé une complicité, je veux dire, toute la saison. Puis, j'ai décidé d'y donner le nom de mon chalet en honneur de cette hermine-là. Donc, Ouais. l'hermine, c'est comme un petit vison, finalement. OK. La citelle, c'est le chalet bleu. Disons que le terrain, il y a des citelles partout l'été. C'est magnifique. Les citelles, c'est des petits oiseaux bleus qui mangent les vers, mais qui circulent à la verticale sur les arbres. Ils montent, ils descendent, ils montent, ils descendent. Donc, c'est très, très beau. Donc, c'est pour ça que j'ai appelé ça la citelle. Et le marmontin, c'est un nom qui n'existe pas. C'est ça, c'est lui que le nom n'existe pas. Je l'ai cherché, mais je me demandais, c'était-tu comme un bébé de marmotte ou Ben, en fait, j'aime bien les petits animaux. J'ai toujours une marmotte qui vient s'installer sur mon terrain en bas, qui fait des bébés à chaque année. C'est probablement pas la même marmotte, mais la marmotte, c'est un animal, je pense, qu'on peut apprivoiser d'une certaine manière. Je me rapproche d'elle, puis à chaque fois que j'arrive, elle sort de son terrier, elle me regarde comme si elle était fâchée que je sois sorti durant la journée. Donc, puis je pensais que les petits des marmottes, ça s'appelait des marmontins. OK. C'est tout simplement ça. Et je me suis aperçu que c'est des marmotons, des petites marmottes, mais entre vous et moi, appeler un chalet le marmoton, c'est pas extraordinaire. Fait que je suis allé au vote dans le temps des fêtes avec ma famille. On avait fait j'avais mis une liste de noms, puis tout le monde a décidé que le marmontin, c'était bien. Mais je peux vous dire que, encore là, beaucoup de monde qui viennent louer le marmontin me demande qu'est-ce que ça veut dire le marmontin? Oui. Parce que c'est ça, mais je raconte ma petite histoire de marmotte, finalement. Ouais, puis Airbnb, il le traduit pas, le marmontin. Non. The Marmontin. Non, c'est ça, ça reste exactement pareil. Ouais. Ouais, alors c'est le nom de mes chalets. Il y a vraiment une histoire qui est rattachée à chacun de mes chalets, oui. Ben, c'est le fun, ça. Puis, tu sais, on le dit jamais assez souvent à toutes. Parce que je veux pas, il y a beaucoup de clients qu'on prend en gestion que quand ils arrivent avec nous, c'est un chalet, puis là, ils savent pas comment ils vont l'appeler, ils savent pas comment ils vont le décorer. Ou ils l'appellent le petit ours, la grande ours ou l'oasis. Tu sais, les classiques Ah oui, québécois. oui, Tu sais. Oui, tu sais, les mots escapade, refuge. Ouais. C'est vrai, mon le Dieu, refuge, il y a- On pourrait faire un palmarès, là, le mot escapade, à chaque fois qu'il y a un nouveau propriétaire qui dit « Ah, mon chalet, l'escapade. » Non, c'est trop. Il y en a trop de ça. L'escapade, on oublie, on va essayer de faire mieux, on va essayer de faire autre chose. Mais je te dirais que c'est le nom, c'est les chalets, c'est la décoration, parce Oui. qu'ils sont décorés complètement différemment. Pour moi, c'est pas juste des chalets locatifs. C'est vraiment, en tout cas, c'est une expérience que je veux que les gens vivent. Ça, là, wow. Mais Tu peux pas mieux dire. OK, mais c'est vraiment ça. Je suis proche de mes chalets,
physiquement, puis aussi dans la manière dont je les ai conçus, réalisés, décorés, parce que c'est moi qui l'ai fait. Et aussi, je veux que les gens s'approprient l'espace, qu'il soit bien. Puis c'est le fun parce que, en fait, en plus, je rencontre les gens. Je les rencontre parce que je demeure près. Ils viennent, ils se promènent sur la rue, tout ça. Donc, c'est toujours intéressant d'échanger. Puis j'aime ça quand ils disent, puis effectivement, je vais vous avouer que souvent ils disent, mon doux, on est bien dans votre chalet ou c'est vraiment un beau chalet. Les chalets sont entretenus comme s'ils étaient, même s'ils ont 4 ans maintenant, c'est comme s'ils étaient neufs, là. Donc, je reviens au mot expérience, Oui. c'est super important. C'est le truc le plus important en 2025, je pense, dans le locatif court terme. Parce que des beaux chalets, il y en a plein. Oui. Il y en a plein. Puis, je pense que je t'en ai parlé. Il y a peut-être un mois, il y a un monsieur qui nous a appelé. Je ne me souviens pas son prénom. On va dire qu'il s'appelle Alexandre, peu importe. Il m'appelle, puis il est intéressé à louer un des chalets. Oui, c'est Pierre-Alexandre. C'est ça. Il a confirmé sa réservation finalement, puis il m'appelle, puis il dit je suis intéressé. Puis il hésitait en plusieurs chalets, puis il dit je pense qu'il m'a posé juste la question ces chalets-là, c'est quoi? Puis là, je me suis mis à dérailler. Moi, j'ai parlé de la recherche tout de suite. J'ai rembarqué, je dis c'est des chalets qui. J'ai dit Richard, c'est une sommité québécoise dans la construction puis en fait, dans la science du bâtiment. La construction, il montre à des entrepreneurs à mieux construire, à construire de manière éco-énergétique de façon différente. Je disais, les chalets font partie d'une recherche. Puis, puis là, on a jasé une demi-heure finalement, puis le gars, là, puis c'était vraiment cool, on échangeait. Puis pour me rendre compte que lui aussi, je pense qu'il travaille dans le domaine de la construction où il a déjà touché à ce domaine-là. Oh oui. Puis là, parce qu'il est venu, il y a 10 jours, il était ici. C'est ça, exactement. Ouais. Il est venu avec sa famille, puis il dit OK, puis comment ça, sont différents? Fait que là, je me suis mis à y expliquer qu'il y avait des sons, ça mesurait, puis que la température, les taux d'humidité, justement, puis que c'était évalué à travers une recherche, que les chalets, on avait simulé justement des pertes de courant. Puis les gens aiment ça, faire partie d'une expérience, d'une aventure qui est différente. Fait que c'est pas juste 4 murs, un toit, puis de la déco avec un spa ici. Il y a ici, en fait, quand tu loues un chalet dans le domaine du chalet d'Auvergne, tu participes à quelque chose d'un petit peu plus grand. Tu participes à quelque chose qui va amener en fait nos constructions, le futur, les constructions de nos enfants à un next level, parce qu'on espère pouvoir voir ça, puis il n'y a pas, en réalité, quand on y pense, puis plus que tu l'expliques, il n'y a pas vraiment de raison pour laquelle on le ferait pas. Il faut juste que les matériaux soient de plus en plus disponibles. Il faut juste que les contracteurs... On partage l'information. Exactement, c'est ça. Oui. C'est que du partage d'informations. Plus les gens vont être au courant, plus les gens vont être éduqués là-dessus, plus on va voir ça apparaître. Puis ça va permettre justement c'est des écureuils qui se c'est ça, même moi, depuis tantôt. Je pensais que c'était un renard. En plus, il est gros. On va pas passer une parenthèse sur les chevreuils, là, parce que... je ne veux pas te couper la parole. Non, il n'y a pas de trouble. Mais écoute, on est en nature. Là. Ils se promènent. J'avais 2 choses sur l'expérience à dire. Une chose sur l'expérience, c'est que les gens reviennent. J'ai beaucoup de gens qui reviennent. Puis même en fin de semaine, j'avais des gens qui étaient... C'est un des 2 chalets à eau qui était, je pense que c'était la 3e fois. Puis le petit a dit, je vais dans ma chambre. Puis il a monté. Puis c'est vrai que la chambre est décorée, elle est correcte pour des adultes, mais il y a des jeux d'enfants en masse. Là. Il y a des livres d'enfants, il y a des jeux d'enfants, tout ça. J'ai trouvé ça tellement cute que le petit gars, il dit, je vais dans ma chambre. Il sait, il s'en vient au chalet. C'était la 3e fois qu'il venait. Puis je voulais parler aussi de l'expérience par rapport aussi aux animaux, parce qu'on n'en a pas parlé de l'hiver, mais j'ai tout de même, je dois évaluer peut-être une 30aine de chevreuils sur le terrain. Donc, et exactement où on est présentement, donc derrière vous, ça, c'est un chemin à chevreuil. Okay. Donc, les chevreuils longent la falaise, puis c'est pas tous les gens qui viennent qui voient des chevreuils. Il faut être chanceux, mais il y a plusieurs fois que les gens voient des chevreuils tous les matins. Donc, puis c'est niaiseux, mais une affaire qui doit quand même aider, c'est l'isolation, justement, des bâtiments, parce que les animaux sont sensibles au bruit. Ils n'entendent pas du tout, ça, c'est sûr. C'est sûr. Mais les chalets, donc les 3 chalets sont tout de même sont pas près de la falaise, mais assez près. Puis les chevreuils longent, ils ont toujours leur même chemin. Les chevreuils n'aiment pas marcher dans la neige, donc ils marchent toujours à la même place. Mais c'est toujours le fun de voir 3-4 chevreuils passer. Puis ça, autant les adultes que les enfants qui viennent, là, c'est super le fun. Puis t'as-tu vu d'autres animaux, mettons, à part les marmottes et les écureuils? Ah, il y a des lièvres puis des renards. Ça, il y en a en masse. Oui, renards, t'en as vu, oui. Ah oui, des renards, oui. Des petits renards qui sautent, là, puis qui se promènent, oui. OK.
Mais à part ça, pas d'autre. Il n'y a pas d'ours, il n'y a pas de loup. Nous autres, dans nos chalets, on a d'autres types d'animaux qui viennent. Qu'est-ce que vous avez? C'est parce que moi, PO, nos deux... J'hésite, là, je sais pas trop. Là. nos deux gros chalets en Boiron, c'est juste... chiens. Hein? Des chiens, je comprends. Ouais, des chiens, mais aussi les clients. Nous autres, c'est très clientèle très différente. Puis je pense à notre chalet qu'on a renommé The Animal récemment. Là, Ah oui. On parle Mais d'expérience, mais nous, on vous l'avez promouvoit... décoré comme ça. Oui, puis on promouvoit le party puis la thématique. Puis- Oui, je l'avais vu, la décoration. Je pense que c'est toi, Mathieu, qui me l'avait montré. Oui, c'est ça. Ça marche super bien. Mais bref, l'expérience, Oui. j'en reviens à ça. Puis l'expérience, c'est vraiment important. On le dit jamais assez. Il faut... Et je pense à partir du moment où tu es investi dans quelque chose qui te passionne, Oui. tu vas être capable de le refléter pour tes clients. On Oui. le dit à tous nos propriétaires, à tous nos clients, c'est important de prendre quelque chose qui est important pour vous, puis de le matérialiser, parce qu'après ça, les clients qui vont rentrer dans le chalet puis qui vont vivre l'expérience vont être capables de vivre votre passion à travers l'expérience. Oui. Puis, en fait, peut-être aussi, peut-être la différence avec d'autres, c'est que moi, je ne suis pas là pour louer des chalets. En fait, ce n'est pas le but premier. Puis j'ai développé cette passion-là en louant les chalets, mais c'était la recherche, le point de départ. Ouais. Donc, je ne suis pas là pour faire un paquet de chalets et faire de la location court terme. En fait, c'est le résultat d'une démarche que j'ai faite. Puis je m'aperçois finalement que j'aime ça rencontrer les gens, puis j'aime ça qu'ils puissent profiter de ce qu'on a monté ici. Puis moi, ce qui m'intrigue, c'est quoi la suite? Dans le sens, à un moment donné, la recherche va terminer. D'un, elle termine quand? La recherche va terminer. Après, as-tu déjà comme une phase 2 ta recherche? Tu sais, c'est quoi un peu la suite dans ta vision à toi, là? En fait, la recherche est assez longue, hein, parce que là, c'est notre phase d'hiver pour le chalet ici. Puis après ça, il y a toute l'étude en été, la surchauffe. Donc, la recherche avec le gouvernement, avec l'université, tout ça, c'est facilement... On a encore pour une bonne année, finalement. À l'avenir, après ça, je ne sais pas. Je ne sais pas. Tu l'as-tu essayé, admettons, d'autres matériaux avec un nouveau? J'ai certainement pas l'intention de développer plus de... Que les trois, là. Plus que les trois, parce que je ne veux pas changer mon expérience ici puis l'expérience des gens. Je dirais, c'est ça que je disais, il y a tout de même une intimité qu'on retrouve ici, avec un chemin d'1 kilomètre, tout ça, avec seulement que 3 chalets. Donc, mon intérêt, je ne voudrais pas... si je continue, ça va être ailleurs comme tel, ailleurs au niveau de système constructif, au niveau de mur, mais pas nécessairement de construire d'autres pavillons comme tel. C'est ça. OK. Super. Good. Merci beaucoup, Richard. Bon, fait qu'on a... Je pense qu'on a couvert une bonne partie. Fait que si les gens veulent réserver, c'est hyper simple. Vous vous rendez au www.chaletto.ca, puis dans la page du site web en arrivant, il y a une page Nos domaines. Donc ici, c'est les chalets d'Auvergne. Vous avez les 3 chalets qui sont vraiment des super de bons produits comparables. Donc, l'Hermine, la Citelle, le Marmontin. Aujourd'hui, on a tourné au Marmontin. Donc, il y a encore des belles places de disponibles pour l'été comme l'hiver. Puis, tel qu'expliqué, il y a des avantages aux deux, puis vous allez être capable de vivre une expérience complète et agréable, confortable, mais aussi participer à quelque chose d'un peu plus grand que juste une fin de semaine au chalet. Il y a un objectif derrière, puis c'est ce que je trouve plaisant et différent au domaine du chalet d'Auvergne. Ouais. Bon, sur ça, gang, bonne journée. Yes, sir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Au prochain épisode. Salut. C'est bon. Bon. Yeah, good.